Je m'appelle Thomas. J'ai 34 ans. Je vis à Lyon et je travaille comme chef de projet pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Je ne suis pas quelqu'un de tape à accent grave-l'œil. Je ne suis pas le genre de mec qui entre dans une pièce et fait tourner toutes les têtes. Je suis le gars qui se souvient de la façon dont vous prenez votre café, qui arrive à l'heure et qui reste tard quand le travail l'exige. J'ai grandi dans une maison où mon père réparait les choses en silence, et où ma mère maintenait la famille unie sans jamais réclamer de médaille. Et je suppose que j'ai absorbé tout ça. Pour moi, l'amour a toujours été quelque chose que l'on fait, pas quelque chose que l'on crie sur tous les toits. Le plein d'essence dans sa voiture avant un long trajet. Le dîner prêt sur la table après une semaine difficile. Me rappeler qu'elle détestait la coriandre, même si on en mettait littéralement partout. C'était ma façon de m'exprimer. C'était ma façon d'être présent. Le problème, et je le sais maintenant, c'est que ce langage ne fonctionne que si l'autre personne écoute vraiment. Camille avait 32 ans, elle était stratège de marque dans une agence de communication branchée de la presqu'île, et honnêtement, c'était l'une des personnes les plus magnétiques que j'ai jamais rencontrées. Quand on la croisait pour la première fois à une soirée, elle attirait toute l'attention. Drôle, vive, le genre de personne qui vous donnait l'impression d'être l'individu le plus intéressant du monde quand elle vous parlait. Ses collègues l'adoraient. Ses amis la considéraient comme une légende. Et quand elle a braqué cette énergie sur moi à l'époque où nous sortions ensemble, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir gagné le gros lot. La version de Camille dont je suis tombé amoureux se souvenait de mes histoires, riait de mes blagues nulles, et me donnait l'impression que ma façon d'aimer discrètement, par des actes, était suffisante. Puis nous nous sommes mariés, et quelque part dans les années qui ont suivi, cette version d'elle a cessé de se montrer à la maison, au travail, au dîner entre amis, à l'anniversaire de sa sœur. Elle était toujours cette personne-là. Mais à la maison, avec moi, je suis devenu un bruit de fond. Quelque chose qu'elle tolérait, quelque chose qui était juste là. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4. Nous avions acheté notre appartement ensemble, partagé l'apport initial, et sur le papier, cela ressemblait à un vrai partenariat. Je m'occupais de l'entretien, des factures, des courses, de l'organisation. Elle s'occupait de sa carrière, qui était exigeante, et je respectais cela. Je ne lui ai jamais demandé d'en faire plus que ce qu'elle pouvait. Ce que je n'ai pas tout de suite compris pendant longtemps, c'est que ce déséquilibre n'était pas seulement d'ordre pratique, il était émotionnel, et il était intentionnel. Les petites piques ont commencé doucement. Un commentaire par-ci par-là quand je préparais un plat élaboré. Il n'y a que toi pour passer 3 heures à faire des pâtes fraîches maison un mercredi, a dit Camille en riant devant un de ses collègues de travail qui était passé nous voir. Et son collègue a ri aussi. Et j'ai souri, parce que faire d'autre? Mais ça a continué. Lors du dîner d'anniversaire de son collègue, elle a raconté à toute la table comment j'avais réorganisé nos placards en fonction des dates de péremption, et tout le monde a ri, et je suis resté là, avec mon verre de vin, faisant semblant de participer à la plaisanterie. À peu près à la même époque, elle a aussi fait une remarque à la maison, l'air de rien, à propos d'un ensemble de toiles que j'avais posé contre le mur dans la chambre d'amis. Je peignais autrefois, rien de sérieux, juste quelque chose que je faisais depuis la fac, et elle les a regardés et a dit, ça fait beaucoup de matériel pour un passe-temps qui ne mène nulle part. J'ai fait passer ça pour une blague. Le week-end suivant, j'ai rangé les toiles dans le placard et je ne les ai jamais ressorties. Le fait est que ces moments ont commencé à s'accumuler. J'ai remarqué que les histoires qu'elle racontait sur moi n'étaient jamais flatteuses. Elle parlait toujours du fait que j'en faisais trop, que j'étais trop prudent, trop casanier, trop tendre. Elle ne racontait jamais la fois où j'avais conduit 4 heures pour aller la chercher quand sa voiture était tombée en panne au milieu de nulle part. Elle n'a jamais mentionné que j'avais pris 2 jours de congé pour l'aider à déménager sa mère entre 2 appartements. Le Thomas de ces histoires était la cible d'une blague. Le vrai ne semblait pas fournir de bons sujets de conversation. Alors, ce fameux jeudi d'octobre, le jour de notre 4e anniversaire de mariage, soit dit en passant, qu'elle avait oublié, j'ai cuisiné des joues de bœuf braisé, des légumes rôtis, la totale. Je lui avais envoyé un texto le matin même pour lui dire que j'avais prévu quelque chose pour la soirée. Elle a répondu par un pouce en l'air. J'ai considéré que c'était suffisant. J'aurais dû m'en douter quand j'ai entendu plus d'un bruit de pas dans l'escalier. Elle est entrée avec 2 collègues, Diane et un certain Benoît que j'avais dû rencontrer une seule fois. Ils étaient en pleine conversation sur la campagne publicitaire d'un client et Camille a à peine ralenti l'allure en franchissant la porte.
Elle a jeté un coup d'œil à la table, aux bougies, à toute l'ambiance que j'avais créée, et je l'ai vue, juste une lueur sur son visage. Puis elle s'est tournée vers ses collègues et a dit, « Vous voyez, je vous avais dit qu'il faisait ce genre de truc. » La façon dont elle l'a dit, c'était comme si j'étais une bête de foire. Diane avait l'air un peu mal à l'aise. Honnêtement, Benoît a fait une blague sur le fait que j'avais raté ma vocation de chef à domicile et a ri de sa propre blague. Et Camille, elle s'est contentée de sourire et a commencé à ouvrir le vin que j'avais préparé. Je me tenais dans ma propre cuisine, dans ma propre maison, le jour de mon propre anniversaire de mariage, et je me sentais comme un inconnu qui s'était égaré dans la fête de quelqu'un d'autre. J'ai servi le repas. Je me suis assis. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas jeté un froid, non pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que j'avais déjà appris que si je montrais mon mécontentement, on me dirait que j'étais trop sensible. Alors, j'ai mangé. J'ai fait la conversation. J'ai souri au bon moment. Et pendant tout ce temps, quelque chose dans ma poitrine devenait très, très calme. Après leur départ, j'ai lavé les verres à vin pendant que Camille défilait sur son téléphone, affalée sur le canapé. Je lui ai demandé calmement si elle se souvenait de quel jour on était. Elle a levé les yeux, a fait une pause, et a dit « Oh, c'était ce soir ?» Et puis elle a prononcé ce que je crois que j'entendrai résonner dans ma tête pour le reste de ma vie. Elle a dit « Tom, tu en fais toujours des tonnes pour un rien. » C'est un peu étouffant. Juste comme ça. Aucune excuse, pas même un malaise, juste ça, comme si c'était moi le problème parce que je m'en souciais. Je n'ai rien ajouté. J'ai fini de nettoyer la cuisine, j'ai éteint les lumières au-dessus de la cuisinière, et je me suis assis à la table pendant un moment avec juste la dernière bougie encore allumée. Sur le plan de travail, il y avait le petit carnet que j'avais commencé à tenir environ 8 mois plus tôt. Je l'avais commencé parce que mon psy m'avait suggéré de tenir un journal, et en cours de route, c'était devenu tout autre chose. C'était devenu une preuve, pas parce que je préparais un coup. Au début, j'avais simplement besoin de me prouver à moi-même que je n'inventais rien, car Camille avait cette façon de répondre à la moindre de mes plaintes avec une certitude si calme que j'exagérais, que je commençais vraiment à la croire. Le carnet disait le contraire. 17 mois de contraire. Je suis resté assis là, le carnet entre les mains, et j'ai relu certaines notes, et quand je suis arrivé au passage sur le dîner d'anniversaire de son collègue, j'avais déjà pris ma décision. Je n'allais pas planifier une discussion. Je n'allais pas lui demander de faire plus d'efforts. Je n'allais pas attendre qu'elle réalise soudainement ce qu'elle avait. J'allais passer un coup de fil le lendemain matin, et ce serait à un avocat en droit de la famille. Et pour la première fois depuis très longtemps, assis à cette table avec un carnet rempli de choses que j'aurais dû dire à voix haute, je me sentais totalement lucide. Je me suis réveillé le lendemain matin à 5h45, ce qui était normal pour moi. Ce qui ne l'était pas, c'est que je n'ai rien fait de ce que je faisais d'habitude. Je n'ai pas programmé la machine à café sur ses réglages. Je ne lui ai pas laissé son bol de flocons d'avoine dans le frigo avec un petit mot. Je n'ai pas vérifié son agenda pour voir si elle avait une réunion tôt afin de le lui rappeler avant qu'elle ne parte en courant. J'ai juste préparé mon propre café, je me suis assis à la table de la cuisine dans le silence, et je l'ai bu seul. Et le plus étrange, c'est que ça ne ressemblait pas à une punition. Ce n'était pas une guerre froide. C'était comme expirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Je me suis habillé, j'ai préparé mes affaires et je suis parti avant même qu'elle ne soit réveillée. Juste comme ça. Comme une personne normale menant une vie normale. Sauf que rien de ce qui allait suivre n'allait être normal. Camille l'a remarqué au bout du 3e jour. Je suis rentré chez nous pour la trouver debout dans la cuisine, l'air sincèrement perplexe, comme si elle était entrée dans une pièce sans se rappeler pourquoi. Elle m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que ça allait. Elle a attendu que je développe et je ne l'ai pas fait. Elle a dit, « Tu es vraiment silencieux en ce moment. » Et j'ai juste hoché la tête avant d'aller à mon bureau. Je sentais qu'elle essayait de comprendre si je boudais, si j'attendais qu'elle s'excuse, si je jouais un scénario qu'elle avait déjà vu. Mais je ne jouais aucun scénario. J'avais juste fini de faire semblant. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas avant d'arrêter de le faire, c'est la quantité de choses qu'ils prenaient réellement en charge. J'ai épluché 6 mois de relevés bancaires au cours de cette première semaine. Et ce que j'ai découvert aurait été presque comique si ce n'était pas si révélateur. Je couvrais 70% de nos dépenses communes.
Non pas parce que nous nous étions mis d'accord sur cette répartition. Nous ne l'avions pas fait. C'était juste devenu une réalité peu à peu, sans la moindre discussion. Les courses, les factures d'électricité, les abonnements de streaming, le petit resto de temps en temps, les bricoles pour la maison qu'il fallait bien acheter. J'avais tout absorbé si progressivement qu'aucun de nous ne s'était jamais arrêté pour le formuler. J'ai imprimé ces relevés et les ai mis dans un dossier. Puis j'ai ajouté le carnet. Ensuite, j'ai fouillé mon téléphone et j'ai fait des captures d'écran de chaque échange de textos de l'année écoulée où j'avais géré un truc. Un rendez-vous chez le plombier, son pressing, un rappel pour la visite médicale de sa mère qu'elle m'avait demandé de suivre. Le dossier s'est vite épaissi. J'ai appelé mon ami Damien un mercredi soir, en me tenant dehors dans la cage d'escalier de service de notre immeuble parce que je ne voulais pas que Camille m'entende. Damien était mon meilleur ami depuis la fac et il était l'une des 2 seules personnes à m'avoir jamais regardé dans les yeux pour me dire qu'il pensait que Camille n'était pas quelqu'un de bien pour moi. Il n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Il a juste écouté. Et quand j'ai eu fini, il a dit « d'accord, tu veux le nom du gars que j'ai pris ». Son cousin avait divorcé 2 ans auparavant et apparemment, l'avocat était vif, méthodique et ne laissait pas l'émotion dicter sa stratégie. C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai noté le nom. La consultation a eu lieu un vendredi après-midi. J'ai pris une longue pause déjeuner et j'ai dit à mon bureau que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. L'avocat s'appelait Maître Richard Leroy, et son cabinet dégageait un calme délibéré. Pas de désordre, pas de bruit, juste un homme qui avait manifestement tout entendu et qui ne réagissait à rien. J'ai posé mon dossier sur son bureau. Il l'a examiné en silence pendant une dizaine de minutes. Puis il a levé les yeux et a dit « Vous préparez ça depuis un moment ». Je lui ai dit qu'au début, ce n'était pas intentionnel. Il m'a répondu que cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que j'avais une situation financière claire, des schémas de comportement documentés, et aucun incident criminel ou dramatique qui pourrait être retourné contre moi. Il m'a expliqué à quoi ressemblerait la procédure, ce que je devais faire et ne pas faire, et ce à quoi je devais faire attention dans les semaines à venir. J'ai quitté ce cabinet en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'impression d'avoir les pieds sur la terre ferme. Pendant ce temps, à la maison, la patience de Camille commençait à s'épuiser. Environ 3 semaines après ce fameux jeudi, je suis rentré pour trouver l'évier plein de vaisselle et un silence lourd de reproches dans l'appartement. Elle était dans le salon, et quand je suis passé devant, elle a dit, en gros, c'est moi qui gère tout toute seule en ce moment. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Je l'ai regardée et je lui ai demandé très calmement ce qu'elle gérait exactement. Elle a énuméré 3 choses. 3. Cela faisait 4 ans que je gérais notre foyer sous une forme ou une autre. Et elle a énuméré 3 choses comme si c'était un fardeau qu'elle portait héroïquement. Je n'ai pas cherché à débattre. J'ai juste dit, d'accord. Et je suis allé dans ma chambre, mais j'ai tout noté. Ensuite, sa mère a appelé. Je n'ai pas répondu la première fois, mais elle a rappelé et j'ai décroché parce que l'ignorer m'a semblé créer un autre problème. La mère de Camille, Linda, n'était pas une mauvaise personne. Elle croyait simplement que les mariages étaient sauvés par la personne prête à travailler le plus dur. Et dans sa tête, cette personne était toujours le mari. Elle m'a dit que Camille était stressée, que j'étais distant, qu'un mariage demandait des efforts des 2 côtés. J'ai écouté. J'ai dit, je vous remercie de m'en avoir fait part. Et puis j'ai dit que je devais raccrocher. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'enregistrais l'appel, non pas parce que j'avais l'intention de l'utiliser, mais parce que Maître Leroy m'avait dit de documenter tout contact d'un tiers lié au mariage. Je l'ai ajouté au dossier. Le point de rupture est arrivé un dimanche soir, au bout d'environ 5 semaines. J'étais dans la chambre d'amis, que j'avais discrètement commencé à utiliser comme espace de travail pour trier de la paperasse, quand Camille est apparue dans l'encadrement de la porte. Je ne sais pas ce qui l'a fait exploser ce soir-là, mais elle n'avait plus envie de prendre des gants. Elle m'a dit que j'agissais comme un enfant. Elle a dit que je m'étais transformé en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus et que je lui rendais la vie difficile exprès. Et puis elle a dit une chose qui est tombée comme un coup près. Elle a dit, tu sais quel est ton problème, Thomas? Tu crois que faire toutes ces petites tâches domestiques te rend spécial? Ce n'est pas le cas. Ça te rend juste pathétique et en manque d'attention. Je l'ai regardé pendant un instant. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne lui ai rien renvoyé à la figure.
J'ai juste dit « merci d'avoir dit ça à voix haute ». Elle n'a pas su quoi faire de cette réponse, alors elle est partie. J'ai fermé la porte, ouvert mon ordinateur portable et tapé ce qu'elle venait de dire mot pour mot, avec l'heure exacte. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai réfléchi au fait qu'elle venait, sans que je lui demande rien et de son plein gré, de me dire exactement comment elle m'avait toujours perçu. 2 jours plus tard, j'ai remarqué quelque chose d'anormal sur notre compte joint. Un virement de 1 800 € vers un compte que je ne connaissais pas, que Camille avait effectué sans m'en parler. Je ne l'ai pas confronté. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai transféré sur ma boîte mail et je l'ai envoyé à Maître Leroy. Il m'a dit de continuer à surveiller et de ne pas encore déplacer mes propres fonds, mais de m'assurer que j'avais accès aux relevés remontant à au moins 2 ans. C'était le cas. À ce stade, j'avais un dossier, un tableau Excel, une chaîne de mails avec mon avocat, et la certitude tranquille de quelqu'un qui avait déjà émotionnellement quitté le navire et qui attendait juste que la paperasse suive. Le soir où j'ai imprimé la dernière liasse de documents que Maître Leroy avait préparé à la requête, les déclarations financières, le résumé du patrimoine, je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment. Camille dormait au bout du couloir. L'appartement était silencieux. J'ai pensé au dîner, aux bougies, au verre à vin qu'on nous avait offert pour notre mariage. J'ai pensé au carnet que j'avais commencé parce que j'avais besoin de me prouver que je n'étais pas fou. Et j'ai pensé à la version de Thomas qui avait l'habitude de laisser du café sur le plan de travail pour quelqu'un qui ne disait jamais merci. Ce gars-là avait disparu depuis des semaines. Celui qui était assis à ce bureau, avec une pile de documents bien ordonnés devant lui, était prêt. C'est un banal lundi soir que j'ai franchi le pas. Pas de mise en scène dramatique, pas de longue préparation, pas d'attente du moment parfait. Camille était dans la cuisine en train de se servir un verre d'eau, je suis entré, j'ai posé l'enveloppe sur le plan de travail et j'ai dit « J'ai besoin que tu regardes ça ». Elle l'a prise avec le genre de curiosité désinvolte qu'on a en ouvrant un courrier inattendu. Puis elle a vu ce que c'était, et le verre s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Elle l'a reposé très prudemment, comme pour s'acheter une seconde de réflexion. Ensuite, elle m'a regardé et a dit « Tu es sérieux, là ?» Je lui ai dit que je l'étais. Elle a ri, pas un vrai rire, plutôt un réflexe. Et elle a dit que c'était insensé, que je faisais exploser tout notre mariage pour un dîner. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas du dîner. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un schéma toxique étalé sur 6 ans, que j'avais documenté en détail et que j'étais tout à fait prêt à présenter. Le rire s'est arrêté. Les 2 semaines qui ont suivi ont été la période la plus désagréable de tout le processus. Et je dis ça en ayant vécu le mariage lui-même. Camille a trouvé une avocate du nom de Maître Suzanne Perrin, qui de l'avis de tous était agressive et stratège. Dès la première semaine, le ton a complètement changé. Soudain, on me dépeignait par divers canaux comme quelqu'un de fermé émotionnellement, de manipulateur sur le plan financier, et ma préférée, quelqu'un qui avait monté un dossier contre sa femme par mesquinerie et fierté blessée. Son avocate a envoyé une lettre suggérant que ma documentation financière était une tentative d'intimidation. Maître Leroy l'a lu, l'a posé et m'a dit que c'était un coup d'ouverture classique, et que cette documentation était exactement ce dont nous avions besoin. Je lui ai fait confiance et je suis resté silencieux. La séance de médiation s'est tenue dans une salle de conférence au 14e étage d'un immeuble du centre-ville, 6 semaines après que je lui ai remis cette enveloppe. Un terrain neutre, 2 avocats, un médiateur, et nous 2 assis de part et d'autre d'une table pour la première fois de ce qui m'a semblé être notre mariage tout entier. Camille est arrivée l'air posé et professionnel, ce à quoi je m'attendais. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est le classeur que Maître Leroy a posé sur la table. 43 pages, des relevés bancaires remontant à 2 ans, une ventilation des contributions aux dépenses du ménage, des captures d'écran de texto où je gérais les rendez-vous, la logistique, où je couvrais les frais, les notes du carnet, pas toutes. Juste celles qui montraient un schéma clair et répété, et le virement, les 1 800 €. Son avocate n'avait manifestement pas été mise au courant de ce dernier point, car il y a eu un silence dans la pièce, un silence très différent des autres. Le médiateur a demandé à l'avocate de Camille de s'expliquer sur les documents relatifs à ce virement, et la réponse a été prudente, d'une manière qui m'a tout dit. Camille était assise en face de moi et, pour la première fois depuis que je la connaissais, elle avait l'air de ne pas avoir sa prochaine réplique toute prête. Ce qui est ressorti dans les semaines qui ont suivi la médiation m'a fait un effet différent de ce que j'imaginais. Une femme du nom de Gaëlle,
qui faisait partie du groupe d'amis de Camille depuis des années et qui s'était apparemment brouillé avec elle au moment où j'ai lancé la procédure, m'a contacté directement par l'intermédiaire d'une connaissance commune. Elle ne voulait rien. Elle a juste dit qu'elle pensait que je devais savoir certaines choses. Elle m'a fait suivre une poignée de messages d'une conversation de groupe où Camille parlait de notre mariage depuis plus d'1 an. Dans ces messages, Camille décrivait notre relation comme quelque chose qu'elle avait dépassé et parlait de moi spécifiquement comme de quelqu'un de gentil mais insignifiant. Elle n'avait pas été prise de court par ma demande de divorce. Elle attendait de voir qui céderait le premier. Et elle avait supposé, avec une confiance apparemment absolue, que ce serait moi. Ce détail ne m'a pas mis en colère. Il a rendu tout tellement logique que c'en était presque un soulagement. Environ 3 semaines après la médiation, Camille est venue à l'appartement récupérer le reste de ses affaires. Nous nous étions mis d'accord sur 1 heure. J'étais là, et ça n'avait rien à voir avec les ultimes confrontations dramatiques qu'on voit dans les films. Elle a circulé silencieusement dans l'appartement avec 2 grands sacs et une valise à roulettes. Je suis resté assis dans la cuisine à boire du café. À un moment, elle s'est arrêtée dans le couloir et m'a regardé pendant un instant. Elle m'a vraiment regardé, comme elle ne le faisait presque jamais. Et elle a dit, « Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. » Je n'ai rien dit pendant 1 seconde. Puis j'ai répondu, « Je sais. » Elle a hoché la tête 1 fois, a pris ses sacs et est partie. La porte s'est fermée. J'ai fini mon café. Le divorce a été prononcé 4 mois après que je lui ai remis cette enveloppe. L'accord a reflété ce que les documents avaient prouvé. Mes contributions financières étaient importantes et régulières. Les siennes avaient considérablement diminué dans la seconde moitié de notre mariage, tandis que ses dépenses personnelles avaient augmenté. J'ai gardé l'appartement. Nous avons partagé le compte joint à parts égales, ce qui était en fait un meilleur résultat que ce que Maître Leroy avait initialement prévu, compte tenu du virement dissimulé. Camille est repartie avec moins que ce qu'elle espérait en entrant en médiation, et je suis reparti avec quelque chose qui ne pouvait pas rentrer dans un classeur. Le sentiment d'avoir dit la vérité sur ma propre vie et d'avoir été cru. Le premier mois seul dans l'appartement a été étrange. Pas douloureux, étrange. L'endroit semblait plus grand. Je cuisinais ce que je voulais, quand je le voulais, sans calculer si c'était trop élaboré, trop domestique ou trop tout court. J'ai sorti les toiles du placard où elles prenaient la poussière depuis 3 ans et je les ai installées dans la chambre d'amis. J'ai recommencé à peindre, doucement. À la manière dont on reprend quelque chose qu'on avait oublié savoir faire. J'ai aménagé un véritable espace de travail et je m'en suis vraiment servi. Mes amis sont venus plus souvent. Ma sœur, qui détestait silencieusement Camille depuis des années sans jamais le dire directement, a commencé à m'appeler tous les dimanches. Le rythme de ma propre vie m'est revenu, d'abord lentement, puis tout d'un coup, comme c'est toujours le cas pour ces choses-là. Environ 8 mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un petit dîner. Elle s'appelait Léa. Elle était architecte paysagiste. Et la 3e fois que nous avons pris un café ensemble, elle m'a demandé ce que j'avais préparé pour le dîner de la veille, parce que je lui avais mentionné que je cuisinais davantage. Je le lui ai dit et elle a répondu, « Ça a l'air vraiment bon. Tu m'en préparas un de ces jours ?» Juste comme ça. Sans moquerie, sans théâtre, juste une personne normale montrant un intérêt sincère pour une autre personne normale. Je ne suis pas tombé follement amoureux sur le champ ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai juste remarqué la différence, tranquillement. La façon dont on remarque le changement de température quand on sort enfin d'un bâtiment dans lequel on est resté trop longtemps. J'ai eu des nouvelles de Camille environ 1 an plus tard par l'intermédiaire de Damien, qu'il avait appris de quelqu'un de son cercle professionnel. L'agence pour laquelle elle travaillait avait subi une restructuration et son poste avait été supprimé. Elle avait emménagé dans un appartement plus petit à l'autre bout de la ville et, d'après ce que Damien avait compris, elle travaillait en freelance, ce qui dans son secteur représentait un recul important par rapport à sa situation antérieure. Je n'ai ressenti aucun triomphe en apprenant cela. Sincèrement, non. Ce que j'ai ressenti, c'était une sorte de distance neutre, comme lorsqu'on entend des nouvelles d'une ville où l'on a vécu autrefois. Il s'était passé quelque chose là-bas. Mais cela ne m'atteignait plus vraiment. Si je suis honnête avec vous, la chose qui m'a pris le plus de temps à désapprendre n'était pas la colère. Il n'y avait pas beaucoup de colère. Pas vraiment. C'était l'habitude de me minimiser, de considérer automatiquement mes propres efforts comme excessifs,
mes propres sentiments comme dramatiques, ma propre présence comme quelque chose dont il fallait s'excuser. Camille ne m'a pas inculqué cela du jour au lendemain. J'ai laissé la chose s'accumuler, ajustement après ajustement, jusqu'à ce que je ne puisse plus en discerner les contours. Le carnet ne documentait pas seulement son comportement. Il documentait à quel point je m'étais permis de devenir insignifiant. Et je pense que c'est une chose sur laquelle il vaut la peine de se pencher, que vous soyez dans une situation comme la mienne ou non. La question n'était pas mon partenaire était-il mauvais, mais quand elle cessait de prendre ma propre expérience au sérieux. Et pourquoi cela m'a-t-il semblé être le choix le plus facile? Je n'ai pas de réponse toute faite à cela, mais je sais à quoi ressemble l'autre option maintenant, et je ne ferai pas marche arrière. Thomas, honnêtement, c'est tellement bien de te voir peindre à nouveau et être toi-même.